Hello mes petits croque-mitaines, je me trouve actuellement au Tréport en région Normandie, la Seine-Maritime. Le Tréport fait partie des 3 villes sœurs avec Le et Mers-les-Bains. Je vous conseille d'y aller l'été, vous allez vous éclater. Bateau, funiculaire, vue spectaculaire, foncez. C'est dans cette ville aujourd'hui que je vais vous raconter tout ce qui est arrivé à Cédric Bellegueule. Aujourd'hui, la glaçante histoire du Jack's Bar. Pour ce plan, on se retrouve lors de la marée basse de la baie de Somme. J'espère que Cédric a pu déjà venir à plusieurs reprises dans ce très bel endroit. Je veux que vous sachiez que pour cette vidéo, vous n'aurez aucune frustration puisque l'affaire a été résolue de A à Z. Le meurtrier a avoué et nous savons tout ce qui s'est passé entre lui et Cédric. Bonne vidéo à tous. Aujourd'hui, mes petits croque-mitaines, je vous viens avec mon premier fait divers sur ma chaîne YouTube, l'histoire du Jack's Bar. Pour les gamers qui regarderont cette vidéo, gamers et gameuses, le Jack's Bar est un bar branché dans la partie sud-ouest de Raccoon City, dans Resident Evil. Avant que la ville soit détruite par les missiles nucléaires, c'était l'un des endroits les plus côtoyés de la ville. Les seules personnes connues affiliées au bar sont Will, le gérant, et barman, ainsi que Cindy Lennox, la serveuse. C'est assez troublant de lire ce genre d'informations quand on sait maintenant ce qu'est devenu le Jack's Bar, un lieu abandonné, scellé par la fermeture suite à cette terrible affaire. Cette histoire est d'une tristesse absolue. Cédric Bellegueule n'aurait jamais dû mourir ce 1er mars 2017. Est-ce que c'est bien ça? Oui, je crois. Je vous prie de m'excuser d'avance si j'ai la tête penchée, je regarde mes notes. C'est une affaire qui a énormément de détails que mon petit cerveau n'arrive pas à retenir. Est-ce que le Jack's Bar serait maudit? Les seules informations que j'ai datent de 2012. Il aurait changé de nom à cette époque. Il s'appelait le Café des Sports. C'était un hôtel et pension qui était dirigé par des gens apparemment très chaleureux et sympathiques. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Que s'est-il passé? C'est en 2015 qu'il y a eu à nouveau un changement de propriétaire et que ce lieu est tout simplement devenu ou redevenu le Jack's Bar. C'est devenu une pizzeria bar avec un hôtel seulement pour les habitués. Je prends mes petites notes. Cédric Bellegueule. Quel beau nom de famille, mais pour de vrai, c'est sincère, je trouve ça génial, ça claque. S'il avait voulu être acteur, je pense que c'est un nom qu'on aurait pu retenir. Pour ses proches, Cédric, c'était quelqu'un de gentil et d'aimable, de serviable. Tout le monde avait été interrogé le 11 décembre 2020. Ses parents, ses 2 frères, voilà. Il n'avait pas beaucoup d'argent, j'ai pas trouvé quel était son métier, mais il était capable de tout donner pour quelqu'un d'autre. C'est un de ses frères qui a raconté ça. Donc il aimait boire, un coup comme ça de temps en temps, c'est son père qui décrit ça. Dans ces moments-là, il aimait tenir tête. Quand il était alcoolisé, il cherchait un peu, mais c'était un trouillard, il se battait pas. C'est sa compagne qui raconte cela. Elle parle de gestes déplacés dont elle n'était pas au courant, et c'est ce qui fait que cette affaire a pris des proportions pour une autre personne, la compagne du meurtrier, et surtout un des déclencheurs de la rage de son meurtrier. Cédric était donc connu pour être quelqu'un de gentil, qui ne profitait pas des autres et qui était extrêmement généreux. Le bon copain. Il y a 4 ans, nous sommes en 2017, donc il y a 4 ans, en 2013, il y avait eu une soirée, la nouvelle compagne de son meurtrier avait décidé de raccompagner en voiture Cédric, qui était très très alcoolisé. Et il a eu des gestes déplacés, apparemment une agression sexuelle, dans le sens où il a essayé de profiter d'elle alors qu'elle lui disait non, arrête, je veux pas, non, non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'elle irait inventer ça? Je vais enfin citer le nom du meurtrier en question. Il s'appelle Kevin Vicente, ou Kevin Vicente.
Je pense que c'est italien. Kevin Vicente est connu pour être extrêmement violent. Il a des problèmes. À côté, ça ne l'empêche pas d'être quelqu'un d'assez sociable, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, qui n'a pas de filtre et qui a énormément de principes. On raconte que son enfance était particulièrement difficile. Il a été abandonné par son père et violenté par une mère qui préférait son demi-frère. Il a raconté que depuis ses 2 ans, il avait toujours manqué d'amour. Enfin, c'est son avocat qui a raconté ça pour lui. Je pense pas qu'il l'a expliqué de cette façon. À l'âge de 3 ans, il avait déjà été exclu de l'école pour des violences. À la suite de ça, il va rencontrer une multitude d'éducateurs qui malheureusement vont échouer à redresser, comme ils disent, la branche tordue. On dit que de ses 10 à 18 ans, Kevin sera placé. Les rapports de l'aide à l'enfance sont assez prémonitoires. Il y aura des fugues, des actes de violence prémédités. Il se sent tout puissant, il est arrogant, très agressif et il menace constamment à mort. À sa majorité, il va suivre Adeline au Havre. Il aura 2 enfants avec cette femme. D'ailleurs, je n'ai pas eu d'informations sur ce que sont devenus ses enfants. Je suppose qu'ils sont restés avec Adeline. Mais elle va porter plainte contre lui et il sera condamné pour violence conjugale. Kevin est très masculiniste, ça se dit comme ça, très macho, pardon. Et il a dans l'idée qu'une femme ne peut pas aller en boîte de nuit seule. Il a donc pété un câble et il l'a violenté et frappé. Comme il dira, je lui ai mis un revers et ça l'a sonné. Il reprend l'établissement du Jack's Bar, vend des pizzas et loue des meubles face à la mairie. Il se serait lié d'amitié avec le président gérant. Apparemment, serait l'ancien PDG de la Fnac à Paris. On y croit tous. Comme vous pouvez le voir, Kevin Vicente souffrait aussi de mythomanie et d'un peu de mégalomanie. Il va affirmer qu'il a refusé de passer professionnel de la boxe ou qu'il se décrit comme un papa poule alors qu'il n'a pas vu ses enfants. Il ne paye pas de pension alimentaire. Il rêve sa vie de caïd en répétant des phrases entendues à la télé. J'ai entendu des choses qui ne me plaisent pas, je vais régler ça moi-même, ça va chauffer. On m'a éduqué à devenir un tueur à gages. Moi, j'ai ma propre justice. Quand j'ai un problème, je vais le régler. Il a une petite amie, je trouve pas son nom. Elle est où? Il a une petite amie dont le nom a été tu, que je trouve ça bien. Donc je vais l'appeler Sabrina. Cédric avait 37 ans au moment des faits, alors que Kevin Vicente n'en avait que 28. Le tueur a décidé de se dénoncer de lui-même. Il est temps que je vous raconte le récit glaçant de ce qui s'est passé au Jack's Bar cette nuit-là. Un des tout petits défauts de Cédric, c'est d'être apparemment un petit peu bavard. Nous sommes le 1er mars 2017 au Jack's Bar. Kevin Vicente est en train de faire... il s'occupe de son cul quand Cédric Bellegueule arrive. Apparemment, les 2 hommes sont les seules personnes présentes à ce moment-là. Les 2 hommes discutent. Cédric Bellegueule, qui pense que Kevin Vicente est un ami ou en tout cas un pote, ne sait pas ce qui se cache en fait derrière tout ça. Derrière tout ça, je vous présente Kevin Vicente, qui est au courant qu'il y a 4 ans, sa petite amie a été attouchée sexuellement par Cédric alors qu'il était en état d'ivresse. Depuis, il ne le supporte pas mais le croise constamment et les amis, tout le monde se connaît, fait que forcément il vient souvent. Sauf que de ce que j'ai un peu compris, et si je me trompe je tiens à m'excuser bien sûr, ils étaient copains. Donc il sait que il y a quelques années il a touché sa copine, il lui en parle pas. La communication chez les hommes. Ils sont en train de parler de foot et Kevin Vicente déteste le foot. Cédric lui parle de l'Olympique de Marseille et ça a énervé encore plus Kevin. Kevin Vicente commence à s'engueuler avec Cédric. Cédric, énervé parce qu'en plus Kevin a refusé de lui servir une bière. Cédric aurait pris apparemment par le col Kevin, qui du coup se serait dit que c'était une opportunité pour enfin s'en prendre à lui physiquement, puisque Cédric a, on va dire, lancé le premier, enfin oui et non, il a juste attrapé par le col. Kevin Vicente qui avait placé une batte de baseball près de son bar, au cas où il se fasse braquer, se faire braquer au tréport. Enfin si vous connaissez la ville, vous... Enfin bref, je vous raconterai. Oui, c'est possible, oui. Il prend la batte de baseball et il assène un énorme coup à
Cédric. Kevin Vicente rapporte que quand Cédric est entré dans le bar, il a vu rouge. Ça fait un moment qu'il pensait à lui donner une correction. Il va falloir qu'on revoie avec Kevin la notion d'une correction. Après, Kevin a vu rouge par rapport à cette histoire d'agression sexuelle que lui avait rapporté du coup sa copine. Donc, il se saisit d'une batte de baseball artisanale. Il faut savoir que le coup qu'il a porté avec cette batte de baseball à la tête de Cédric était tellement violent que la batte de baseball s'est brisée en deux. Et c'est pas ça le pire, c'est que malgré ce coup d'une extrême violence, Cédric était encore en vie. Après le coup, Kevin a décidé de le sortir par la porte de derrière. Sauf que Cédric continuait apparemment de lui gueuler dessus. Il l'a donc alors traîné par terre et il a fermé le Jack's Bar et les rideaux. Cédric était donc au sol à l'arrière-cuisine et Kevin lui a asséné une multitude de coups de pied et de poing. Kevin Vicente se saisit alors d'un couteau et assène 2 coups à la gorge de Cédric. Pas s'énerver. Après les coups de couteau, Cédric a regardé Kevin Vicente dans les yeux et lui a dit « Pardon, je retrouve plus ». Kevin Vicente décrit alors qu'il était tout gonflé, le nez cassé, il était dans un sale état et il lui a répondu à son pardon que seul Dieu pardonne et que lui ne pardonne pas. Cédric avait une larme de sang et Kevin Vicente racontera qu'il s'en souvenait tous les jours. Qui à mon avis fera partie de sa culpabilisation par la suite, vous verrez. Après tout ça, Kevin Vicente savait que Cédric était en train de mourir. Il lui a bloqué son sternum avec son genou et ses mains et il l'a étouffé. Il dira par la suite qu'il savait que son corps était mort quand il a eu cette sensation de le voir se vider. Là, on rentre dans les détails les plus compliqués. Lors de l'audience, ce qui va scandaliser et faire sortir les membres de la famille, ce terrible personnage qu'est Kevin Vicente va raconter qu'il a versé de l'acide chlorhydrique sur le corps de Cédric Bellegueule, mais le problème c'est qu'il a changé de version. La première version était qu'il aurait versé cela après la mort de Cédric, afin d'effacer les preuves et d'essayer de détruire le corps. Mais finalement, c'est au tribunal, avec une volonté de vouloir raconter des détails morbides et croustillants sans qu'on lui ait demandé, devant les proches et la famille de Cédric, qu'il raconta qu'en fait Cédric était encore vivant, et je vous épargne les détails, mais le but était de le torturer. J'ai pas envie de rajouter parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Kevin Vicente va prendre une bâche et mettre le corps de Cédric dedans. Ensuite, il va faire une chose assez surprenante. Dans la cour arrière du Jack's Bar, il y a apparemment une grande jardinière de 1 mètre. Il va retourner la terre, tout enlever bien sûr, les plantes et tout, les fleurs et tout. Il va mettre le corps de Cédric, va remettre la terre, va remettre ce qui restait à peu près. Et il va le laisser là pendant 4 mois. Il l'a donc enterré sous un massif floral. Pendant ces 4 mois, Kevin Vicente va vivre normalement. Déjà, les gens vont commencer à s'agiter autour de lui, lui demandant s'il n'aurait pas vu Cédric Bellegueule, qui avait prévenu qu'il passait par le Jack's Bar, lui disant qu'effectivement il l'a vu, qu'après il est parti et qu'il ne sait pas du tout où il est allé. Il faut savoir que c'était dans l'habitude de Cédric justement de partir sans prévenir ses proches. Il allait de temps en temps apparemment se faire des sorties, des choses comme ça, j'ai pas plus d'infos. Donc ils se sont pas vraiment inquiétés, pensant que c'était normal. Pendant ce temps-là, Kevin Vicente va vivre sa vie quotidienne. Il va même organiser des soirées et des barbecues à seulement quelques pas de la jardinière en question où se trouve le corps de Cédric. Une histoire qui m'a glacé le sang, c'était de savoir que sa petite amie, à Kevin Vicente, que j'ai appelée Sabrina, en passant par la jardinière, a compris que quelque chose clochait. Il y avait de la terre un peu autour, c'était un peu le bordel. Et elle s'est dit, mais il a fait quoi? Il a retourné toute la terre du truc et qu'est-ce qui s'est passé? Elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et elle avait envie de racheter des fleurs, puisque les fleurs avaient été arrachées, c'était bizarre, et qu'elles étaient en train de faner et tout. Donc elle a été acheter des roses. Sabrina était en train de poser des fleurs juste au-dessus du corps de Cédric. C'est en juillet 2017 que Kevin Vicente va avoir des remords et va avoir un déclic, comme il le dit lui-même. Il a croisé l'un des frères de l'accusé à la caisse d'un magasin. Il était avec son fils et il a vu toute l'attention qu'il lui portait.
Et c'est là qu'il s'est dit qu'il devait se rendre à la gendarmerie pour raconter ce qui s'était passé. Alors comme je vous l'ai dit un peu au tribunal, c'était compliqué, c'est-à-dire que Kevin Vicente faisait clairement le showman, ce qui insupportait énormément tout le monde. Il a quand même balancé cette phrase mythique quand il était en train de parler de l'acide chlorhydrique et compagnie et que les membres de la famille sortaient. Ah oui, mais je vous l'avais dit, votre honneur, qu'il fallait pas raconter les détails, c'est pas bon pour la famille. Il faut savoir qu'il a tellement été d'une insolence qu'il a été sorti 2 fois de l'audience. Il frôle de très très près à chaque fois l'outrage à magistrat. Il répétera plus d'une vingtaine de fois je ne dirai plus rien, vous verrez ça avec mon avocate, sauf que par la suite il continue de parler. Une fois, Kevin Vicente va même menacer sa propre avocate. Évidemment, Kevin Vicente et sa petite amie ont rompu, donc celle que j'ai appelée Sabrina. Pour Kevin Vicente, sa petite amie était au courant de ce qu'il avait fait. Pour lui, c'était sûr qu'elle savait que c'était le corps de Cédric, et pour lui-même, elle l'avait sans doute un peu déterré pour voir. Et après, elle avait fait comme si elle était au courant de rien. Pour Kevin Vicente, Sabrina est une manipulatrice et c'est à cause d'elle que Cédric est mort, parce que si elle ne lui avait pas raconté cette histoire, Kevin Vicente ne s'en serait jamais pris à Cédric Bellegueule. Je pense que vu la bombe humaine que c'était, à mon avis, il s'en serait pris à une autre personne de toute façon. Oui, il faut savoir d'ailleurs que Kevin Vicente venait de fêter quelques mois plus tôt sa libération. Il avait un bracelet électronique parce qu'il avait été accusé et reconnu coupable d'avoir violenté son ex-femme. Quel merveilleux personnage! La jeune femme, en entendant Kevin Vicente, donc son compagnon de l'époque, raconter tout ça à l'audience, elle le fusille du regard et elle racontera à l'audience en pleurs: l'amour rend aveugle peut-être, mais je n'aurais jamais cru qu'il pourrait le tuer, encore moins l'enterrer dans une jardinière de 1 mètre. On est quand même face à un profil psychologique assez compliqué, Surtout qu'il déclare: j'aime pas le foot, ça a peut-être pu partir de ça. Peut-être tu as tué quelqu'un. Pourquoi? L'avocate des parties civiles demande à l'accusé: vous dites que votre ex-compagne est manipulatrice. Et si elle mentait sur l'agression sexuelle, il serait mort pour rien? Kevin Vicente à ça a répondu: oui. Cependant, Kevin Vicente explique que pendant le meurtre, il n'a jamais parlé de l'agression sexuelle à Cédric Bellegueule. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi Cédric lui a alors dit pardon. Et si ce pardon était en fait pour l'agression sexuelle, Cédric aurait compris que c'est forcément ce qu'il avait mis en rage. Et si finalement Kevin Vicente mentait par rapport à la discussion qu'il a eue avec Cédric avant sa mort, pendant qu'il la sonnait de coups, tout est possible en fait. Kevin Vicente a déclaré par la suite: j'attends avec impatience ma condamnation à une grosse peine, je trouve ça légitime. Donc il sait qu'il a fait quelque chose de très mal. C'est aussi particulier de se dire que finalement il s'auto-punit. Est-ce que de toute façon il était mind-brain, complètement foutu, et qu'il savait un jour que ça allait péter et que sa vie était finie? En mars 2017, alors que Cédric Bellegueule était porté disparu, le frère donc s'était rendu au Jack's Bar et Kevin Vicente lui avait dit que c'était son meilleur ami, en sachant qu'il l'avait tué et qu'il était encore dans la jardinière. Faites attention. Comme je vous disais pendant l'audience, il a été extrêmement arrogant, cynique et menaçant. Il a menacé à plusieurs fois la famille de représailles. L'audience a été particulièrement troublée par les dires de la famille de Kevin Vicente, une famille qui effectivement n'était pour le moins pas très aimante. Nous avons par exemple sa tante qui va parler du fait que son père avait quand même été condamné par 2 fois à des viols. Kevin Vicente va avoir des mots extrêmement durs par rapport à sa mère en disant qu'elle est conne comme la lune. Et sa tante interviendra à nouveau pour dire que sa mère sans doute devait trop voir dans Kevin les traits qu'avait son père. Sa famille dira qu'il sentait que Kevin Vicente était quelqu'un de mauvais. Sympa la famille. On va dire que Kevin Vicente n'a pas non plus un entourage des plus sains, ce qui n'excuse en rien son attitude et son geste. La famille Bellegueule a écrit à Kevin Vicente: nous ne nous connaissons pas, vous êtes dans toutes nos pensées, vous avez enlevé tous nos moments de joie avec notre frère. Kevin Vicente, suite à tout ça, va prendre 30 ans de prison ferme. Il ne reviendra pas sur cette décision et ne fera pas
Appel. Kevin Vicente est un personnage très obscur. Il faut savoir un détail assez sordide. Après avoir perpétré ce crime, il est allé dans sa cuisine se préparer de la dinde, comme il a dit, pour se recharger en protéines et avoir la force d'enterrer son corps. Le héros dans toute cette histoire serait tout simplement le président de l'audience, qui a tout fait pour canaliser passionnant personnage et qui réussira presque à lui faire avouer la préméditation. Je vous laisse sur ça mes petits croque-mitaines et j'espère que cette histoire vous aura intéressé et fait réfléchir. J'espère que ce format vous plaît et que vous voudrez que je continue de le faire. Je vais revenir avec d'autres affaires, j'espère qu'elles vous plairont. Et il est temps que je vous laisse. Bonne soirée et à très vite, mes petits croque-mitaines.